Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez que l'amour véritable d'une mère traverse tout. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous si on vous traitait comme un poids après toute une vie de sacrifice? Voilà, c'est ici. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. C'est la dernière phrase qu'il m'a dite. Un ton calme, presque logistique. Je n'ai même pas compris tout de suite. C'était un matin de février, dans l'air froid de la gare de Culose. Il m'a déposé là, avec 2 vêtements mal pliés dans un sac plastique. Pas de manteau, pas d'argent, pas même une carte pour téléphoner. Puis il est reparti. Le train partait dans 1 heure, mais je n'avais pas de billet. Je n'avais rien. Je suis restée sur le quai, les mains crispées sur ce sac ridicule. Le vent gelait mes joues. Les gens passaient sans me regarder. Je n'osais même pas demander de l'aide. À 80 ans, on croit qu'on est à l'abri de ce genre de choses. On se dit qu'à cet âge-là, on est respecté, entouré. Mais moi, j'étais seule, jetée. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je sais me tenir, même au bord du précipice. Je m'appelle Odette. Je vis à Belley depuis 1968. J'y ai tenu une mercerie pendant 33 ans, au coin de la place des Terras. Tout le monde me connaissait autrefois, Madame Odette, aux mains de fée, chignon parfait, robe au col brodé. Mais ce matin-là sur le quai, j'étais juste une vieille femme abandonnée. Tout avait commencé doucement, lentement, comme un poison discret. Ma fille Claire, mon unique enfant, avait épousé Marc il y a 9 ans. Un homme bien élevé, tiré à 4 épingles, toujours un compliment aux lèvres, mais moi, je n'ai jamais cru à son sourire. Il avait ce regard, et cette façon de parler à Claire comme à une stagiaire à corriger sans cesse. Mais elle l'aimait. Alors, j'ai fermé les yeux. Parce qu'on fait ça quand on est mère, on se tait, on s'efface. On ne veut pas gâcher leur bonheur. Quand ils ont acheté leur maison à Virginia, j'ai vendu mon petit appartement pour les aider. Claire insistait pour que je vienne vivre avec eux. Elle disait, « Tu as tout donné, maman. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » Et j'ai accepté, pour elle. Mais je ne savais pas que j'entrais dans un piège poli. Marc supportait mal ma présence. Il ne disait jamais rien directement. Non, c'était plus subtil. Il déplaçait mes affaires sans prévenir. Faisait des remarques sur mes habitudes. Ici, on trie les déchets correctement. Ou, ce n'est pas la peine de cuisiner, Odette. On mange léger nous. Et surtout, il me surveillait. Mes déplacements, mes appels, mon courrier. Un jour, j'ai surpris une conversation à voix basse. Il parlait à Claire dans la cuisine, pensant que je dormais. « Elle prend trop de place. Elle te manipule. Elle veut que tu retournes en enfance. » Claire n'a pas répondu. Je ne savais pas ce qu'elle pensait vraiment. Elle semblait tendue ces derniers mois, mais elle me souriait encore. Elle me prenait la main quand je tremblais. Elle m'apportait un bol de soupe le soir, quand je n'avais pas la force de descendre. Je m'accrochais à elle comme à une planche fragile au milieu d'une mer glaciale. Puis est arrivé ce fameux voyage d'affaires. Marc est venu me tirer du sommeil à 6 heures. Il m'a dit que Claire était partie très tôt et qu'il voulait m'emmener faire un petit tour pour me changer les idées. Je vais te déposer à la gare, il y a un train pour Lyon, m'a-t-il expliqué. J'ai réservé un petit hôtel pour la nuit. Tu verras, ça te fera du bien, ajouta-t-il avec un sourire figé. Je l'ai cru naïvement. Mais une fois arrivé à la gare, il s'est contenté de dire « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Ce sera plus simple ainsi. Tu vas t'en sortir. » Puis il a ouvert la portière, a laissé mon sac et est parti. Je suis restée figée sur le quai et, à ce moment précis, quelque chose en moi s'est redressé. Un instinct, une force ancienne. J'ai balayé du regard les environs. Personne que je connaisse, rien à quoi m'accrocher. Pourtant, j'ai senti que je ne devais pas céder à la panique. Je me suis dirigée lentement vers le petit guichet où une jeune femme tapotait sur son clavier. « Madame, vous avez un billet ? » ?»« Non, je n'en ai pas. Et je n'ai pas d'argent, mais puis-je passer un appel ?» Elle m'a regardée avec méfiance puis a hoché la tête. Elle m'a indiqué le téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 30 ans. Une voix grave a décroché, légèrement rouillée mais identifiable. « Allô, ici Michel. »« Michel, c'est Odette. » Un silence, puis un souffle. « Odette, mon Dieu, ça va ? Où es-tu ? » ?»« Culose, on m'a laissé là. »« J'arrive, » a-t-il simplement répondu. Il n'a posé aucune question supplémentaire. Michel était un ancien ami de mon mari. Veuf comme moi, il vivait maintenant à Chambéry. On s'était perdu de vue par pudeur, mais il avait toujours été présent quelque part dans ma mémoire.
1 heure plus tard, il est arrivé, manteau noir et gants de cuir. Il m'a observé et a juste dit « Tu as froid, monte dans la voiture ». Je tremblais, mais ce n'était pas le vent. C'était un mélange de honte, de colère et de lucidité. Il m'avait laissé tomber, comme si j'étais un poids inutile. Mais il avait oublié l'essentiel. Claire n'était pas sa fille. Claire était la mienne, mon choix, mon miracle. Et il allait la prendre d'une façon qu'il n'oublierait jamais. Je me souviens encore du jour où Claire est entrée dans ma vie. C'était un matin d'avril 1989. Je venais de fêter mes 50 ans. Mon mari Raymond était mort quelques mois plus tôt, fauché par un cancer fulgurant qui n'avait laissé que silence et poussière. Je vivais seule dans la maison de Belley, entourée de murs trop grands pour ma peine. Les volets étaient clos, le téléphone muet. Puis est arrivée cette lettre, une lettre de l'assistante sociale du département. Elle m'écrivait parce que je m'étais autrefois inscrite sur une liste de foyers d'accueil temporaire. Je n'y pensais plus. C'était une idée vague, un projet lointain que je n'avais jamais osé concrétiser. Mais cette fois, elle me parlait d'une petite fille de 4 ans, retirée d'un foyer violent, en attente d'un placement d'urgence, sans personne à ses côtés. Je relis la lettre 10 fois avant de répondre simplement oui. Quand Claire est arrivée, elle portait un manteau trop grand, ses yeux trop vieux pour son âge, et un silence qui perçait l'air. Elle ne parlait pas, elle m'a juste observé longuement. Puis elle a tendu sa main, posant ses doigts sur ma manche. Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'était pas une mission, ni un devoir. C'était une évidence. Je n'avais jamais pu avoir d'enfant. Mon corps m'avait refusé cette joie, et Raymond, dans son silence digne, n'avait jamais insisté. Il disait, nous avons déjà beaucoup. Mais moi, j'avais ce vide. Ce vide, Claire l'a comblé sans un mot. J'ai commencé les démarches. Au début, c'était une garde temporaire. Puis j'ai voulu davantage. Je me suis battue seule contre tous, contre les services, les lenteurs, les protocoles. Je n'avais pas d'argent, juste ma boutique de couture et une patience inépuisable. Pourtant, je n'ai jamais fléchi. 2 ans plus tard, j'ai pu adopter Claire. Officiellement, elle avait 6 ans. Ce jour-là, elle m'a enveloppée dans ses bras pour la première fois et a murmuré « Merci maman ». À partir de ce moment, je n'ai plus jamais été seule. Elle a grandi à mes côtés, une enfant vive et curieuse, mais aussi fragile. Elle faisait parfois des cauchemars, s'enfermait dans des silences profonds, mais elle avait ce cœur immense, et cette façon unique de dire « je t'aime » avec ses mains. Elle m'aidait à repasser les tabliers, à ranger la mercerie, à servir les clientes. Je l'ai emmenée en vacances au lac du Bourget. Je lui ai appris à faire des confitures, à broder son prénom, à lire les expressions sur les visages. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce qui compte vraiment. Quand elle a eu 18 ans, je lui ai raconté la vérité. L'adoption, son passé. Elle n'a pas versé une larme. Elle m'a simplement dit « Je sais, je l'ai toujours su, mais pour moi, tu es ma vraie mère ». C'était la plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais reçue. Alors pourquoi ne l'avais-je jamais révélée à Marc ? Par instinct ou peut-être par peur qu'il ne comprenne pas, ou qu'il utilise cette vérité contre elle ? Il me regardait déjà comme un poids. S'il avait su que je n'étais pas sa mère biologique, qu'aurait-il fait ? Il m'aurait traité avec encore plus de froideur. Pire, il aurait pu semer le doute dans l'esprit de Claire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le sang ne garantit rien. Ce sont les liens du cœur qui bâtissent une vie. Et moi, j'avais élevé ma fille avec chaque souffle, chaque geste, chaque douleur et chaque éclat de rire. Elle m'appartenait par choix, par amour. Un amour que personne, pas même un homme cruel, ne pouvait effacer. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que j'avais tout prévu. Il croyait que je n'avais rien, mais en secret. J'avais mis de côté une assurance vie, un petit compte épargne que Raymond avait laissé, et une partie de la vente de ma mercerie déposée dans une banque coopérative à Aix-les-Bains. Surtout, j'avais rédigé un testament chez un notaire à Belley, qui stipulait noir sur blanc. Je lègue tous mes biens, à l'exception de ma fille Claire Dupuis, que j'ai élevée comme ma propre enfant et qui m'a donné en retour une vie pleine de sens. Marc ne l'avait jamais vue, mais il allait sentir le poids de chaque mot. Claire, elle, aperçut très vite que quelque chose clochait. Le soir même du fameux voyage d'affaires, Marc était rentré comme si de rien n'était. Il avait à peine embrassé Théo, puis s'était installé devant son ordinateur, un verre de vin à la main. Aucun mot sur sa mère, aucune allusion. Au début, elle a cru à un malentendu. Peut-être l'avait-il déposé à l'hôtel pour quelques jours de repos.
Peut-être sa mère avait-elle elle-même voulu prendre un peu de distance. Mais à mesure que les heures s'égrenaient, une angoisse familière a commencé à remonter en elle. Une sensation, une ombre qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle a attendu le lendemain pour poser la question. « Maman t'a dit exactement où elle allait ? Je ne l'ai pas trouvée dans sa chambre ce matin. » Marc a répondu sans lever les yeux de son écran. Elle avait besoin de changer d'air. Je l'ai déposée à la gare. Elle voulait voir un peu du pays. Claire a pâli à l'idée qu'elle parte seule. Tu l'as laissée partir où ? Tu lui as pris un billet ? Tu as vérifié qu'elle avait tout ? Écoute Claire, ta mère est une adulte, pas une enfant. Elle m'a dit qu'elle voulait du calme. Elle est majeure et responsable, il me semble. Mais Claire savait. Au fond d'elle, elle sentait la vérité derrière cette phrase. Ce ton, c'était du pur Marc, froid, contrôlé, feignant la neutralité pour mieux se dédouaner. Elle a essayé d'appeler le vieux portable d'Odette. Boîte vocale. Puis la garde de Culose. Rien. Aucune trace. Personne n'avait aperçu une vieille dame seule déambuler. L'inquiétude a brusquement explosé. Elle a pris la voiture sans prévenir personne. Elle a roulé jusqu'à Belley, espérant contre toute attente retrouver sa mère seule, qu'elle ait trouvé refuge chez une connaissance ou chez une ancienne cliente. Mais personne ne l'avait vue. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'une lettre manuscrite est arrivée, reconnaissable entre mille. Celle de sa mère. Ma chérie, je vais bien. Je suis avec quelqu'un qui prend soin de moi. Ne t'inquiète pas, ton mari a décidé pour moi sans te consulter. Je ne peux pas rester dans une maison où l'on me traite comme un déchet. Je t'ai aimé dès le premier jour. Tu n'es pas né de mon ventre, mais de mon cœur. Et personne ne pourra jamais effacer cela. Tu es mon enfant, ma fille, mon œuvre. Si tu veux me retrouver, je t'attendrai. Je ne t'en veux pas, mais je ne peux plus rester là où l'on me méprise. Je t'aime, maman. Claire est restée immobile plusieurs minutes, la lettre tremblante entre ses mains, les larmes aux yeux. L'adoption, la vérité, l'abandon, tout lui est revenu d'un coup. Cette mère qui l'avait tenue par la main quand elle ne savait plus marcher, qui l'avait consolée après ses cauchemars, qui avait cousu sa robe de bal pour ses 17 ans en cachette. Les nuits d'hiver passées à affronter 1000 jugements pour lui offrir un avenir. Et Marc qui l'avait traité comme une simple employée de maison. Claire n'a rien dit. Elle a refermé la lettre et est montée lentement, calmement, dans leur chambre. Marc y rangeait ses dossiers. « J'ai lu la lettre de maman », a-t-elle murmuré. Il a levé les yeux, agacé. Elle exagère, tu sais bien. Elle se victimise. Elle m'a dit qu'elle voulait partir. J'ai simplement obéi. Claire a posé la lettre sur le lit. Elle lui a parlé du testament, de son adoption. Tu savais qu'elle n'était pas ma mère biologique ? Marc a pâli et a détourné les yeux. Non, je croyais que tu ne voulais rien savoir. Tu n'as jamais voulu comprendre. Tu l'as méprisée parce que tu pensais qu'elle ne valait rien. Mais elle est tout pour moi. Marc a tenté de se justifier. Claire, on peut en parler. Ce n'est qu'une question de gestion, de place, de confort. Elle l'a interrompu. Non, c'est une question d'amour. Et toi, tu n'as jamais su ce que c'était. Elle a quitté la chambre, rassemblé ses affaires et celles de Théo, et elle est partie sans ajouter un mot de plus. Elle savait exactement où se rendre lorsque Claire est arrivée devant la petite maison au volet gris. Elle a marqué une hésitation, le moteur encore chaud, les mains légèrement tremblantes sur le volant. Théo, son fils, dormait paisiblement à l'arrière. Elle fixait cette porte en bois blanc, sans sonnette, sans nom, juste une jardinière de pensée mauve suspendue à la fenêtre et cette douceur tranquille qu'elle reconnaissait entre mille. Elle avait conduit près de 2 heures sans prononcer un mot. Son esprit n'était plus dans la voiture. Il errait dans la cuisine de son enfance, sur les genoux d'Odette, au milieu des confitures de saison, dans les petits points de croix sur les torchons blancs. Et maintenant, elle était là. Elle a frappé doucement, 2 coups comme avant. La porte s'est ouverte sur une silhouette fine, les cheveux tirés, les yeux écarquillés. Claire et elle sont restées un instant figées, comme 2 statues de tristesse. Puis Claire a fondu en larmes. Elle s'est effondrée dans les bras de sa mère, pas celle qui l'avait portée, mais celle qui l'avait relevée. Elles sont restées là, dans l'encadrement de la porte, sous le regard discret de Michel assis au fond du salon, le journal posé sur ses genoux. Quand Théo s'est réveillé, il a trouvé sa mère et sa grand-mère main dans la main, comme si rien ne s'était jamais brisé. Elles ont partagé un repas simple, une soupe de légumes, un morceau de tome, du pain rustique et ce goût singulier du silence réparé. Claire n'a rien demandé.
Odette non plus. Il n'était pas nécessaire de s'expliquer. Mais à la fin du repas, Odette a posé sa main sur celle de sa fille. Tu sais tout maintenant. Claire a hoché la tête. Il t'a traitée comme une étrangère, comme un poids. Je ne peux pas le pardonner. Odette a souri doucement. Tu n'as pas à choisir entre moi et lui, tu sais. Mais Claire l'a interrompu. Si j'ai déjà choisi, c'est toi qui m'as choisi il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est à mon tour de choisir. Et elle est restée. Elle a dormi dans la chambre d'amis, Théo sur le lit de camp installé dans le salon. Le lendemain, elle a contacté son employeur et pris un congé. Elle avait besoin de réfléchir, disait-elle, de respirer. Elle est restée 1 semaine, puis 2. Marc a tenté de la joindre par message, par mail. Il a même contacté l'école de Théo. Mais Claire a coupé les ponts. Elle avait trop vu, trop compris. Le lien avec sa mère n'avait jamais été aussi net. Et au fil des jours, elle réalisait combien elle s'était éloignée d'elle-même en suivant un homme incapable de comprendre la douceur. Un matin, alors qu'elle arrivait avec Théo, Odette est sortie avec une enveloppe à la main. « Il faut que tu saches quelque chose », a-t-elle dit en lui tendant le papier. C'était une copie de son testament, signé 3 ans plus tôt. « Tu as toujours été la seule héritière, même avant cette histoire, même avant Marc. » Claire a regardé sa mère, les yeux embués. « Tu n'étais pas obligée de faire ça, maman ? » ?»« Si, parce que je n'ai rien d'autre à laisser au monde que toi. » Claire l'a serré dans ses bras et à cet instant précis, elle a compris qu'elle n'avait rien perdu. Elle avait retrouvé l'essentiel. Marc a compris qu'il avait perdu bien plus qu'une femme le jour où Claire ne lui a pas répondu. Il s'attendait à ce qu'elle revienne, qu'elle se calme, qu'elle pardonne comme elle l'avait toujours fait jusqu'ici. Il avait même préparé ses excuses, soigneusement rédigées, calibrées au millimètre, maladroites dans leur intention, justifiées par le surmenage. Mais aucune de ces lettres ne reçut de réponse. Aucun de ses appels ne trouva écho. Claire avait pris une décision silencieuse, totale. Elle s'était retirée pour se retrouver, et surtout pour retrouver sa mère. Pendant ce temps, Odette préparait elle aussi la suite. Elle n'était pas animée par la vengeance, mais par la nécessité de protéger ce qui lui restait, sa maison, sa fille, son petit-fils. Elle fit appel à Jacques, un ancien notaire à la retraite, installé à Belley, pour relire tous ses documents juridiques. Testament, clause bénéficiaire de l'assurance vie, acte de propriété du petit terrain hérité d'une cousine, placement financier. Elle voulait tout verrouiller. « Je ne veux rien qui puisse être contesté », dit-elle à Jacques. Claire, nette, sans appel. Jacques hocha la tête, impressionné par cette femme encore droite et vive malgré les secousses qu'elle avait traversées. « Tu veux officialiser aussi la rupture avec lui ?» demanda-t-il avec hésitation. « Non, le silence suffira », répondit-elle simplement. Et le silence parla. La maison d'Odette, modeste mais entièrement payée, fut inscrite au nom de Claire, avec usufruit conservé pour Odette. Son compte épargne fut sécurisé, Claire seul mandataire. L'assurance vie fut réattribuée, avec une clause d'exclusion stricte pour tout conjoint ou ex-conjoint de l'héritière. Tout fut réalisé dans les règles, sans jamais envoyer une lettre à Marc. Il tenta une démarche via un avocat, évoquant l'instabilité mentale d'Odette et le caractère impulsif de sa femme. Mais ses arguments tombèrent à plat. Odette avait agi légalement, clairement, et avec une détermination qu'il n'avait jamais soupçonnée. Pendant ce temps, la maison reprenait vie. Théo découvrait le plaisir de cueillir des framboises dans le jardin. Claire se réhabitua aux gestes simples de l'enfance, plier les draps à 2, parler des petits riens, écouter les hirondelles le soir. Odette, elle, retrouvait le goût des choses simples, la couture, les mots croisés, et surtout la chaleur des rires au dîner. Un jour, Claire lui murmura « Tu sais, je crois que j'avais oublié qui j'étais. » Odette sourit. « Tu t'étais juste éloignée. Mais tu es revenue. C'est tout ce qui compte. » Et c'était vrai. Rien d'autre n'avait plus d'importance. Marc n'avait jamais cru qu'elles auraient le courage ni les moyens d'agir. Pour lui, Odette n'était qu'une vieille dame un peu rouillée, sentimentale et dépassée. Quant à Claire, il pensait qu'elle finirait par revenir, qu'elle céderait au confort et aux habitudes. Il n'avait pas compris que certaines blessures, lorsqu'elles saignent longtemps, se transforment en cicatrices qu'on ne veut plus jamais rouvrir. Puis, un matin, il reçut un courrier recommandé, un pli de l'étude notariale de Belley. Le papier était froid, neutre, factuel. Il y découvrit des informations qui lui glacèrent le sang. Le domicile conjugal de Claire ne lui appartenait plus.
Tous les biens au nom d'Odette étaient désormais protégés par des clauses d'exclusion. La succession avait été modifiée, testament irrévocable, héritière désignée, et clause de renoncement anticipée à toute contestation. Il reçut le document 2 fois, puis une 3e, et il comprit enfin, tout compris. Il avait perdu. Pas seulement une maison, pas seulement une belle-mère, mais une femme droite, aimée, respectée. Et surtout, il avait perdu sa femme. Car Claire ne reviendrait pas. Aucun avocat, aucun compromis, aucune excuse n'y changerait quoi que ce soit. Il tenta encore un appel, sans succès. Puis il écrivit une lettre, 3 pages entières, où il parlait de malentendus, de stress, de gestes mal interprétés. Claire la lut sur un banc du jardin, tandis que Théo cueillait des cerises. Puis elle plia soigneusement la lettre et la brûla. Odette, assise à côté d'elle, ne dit rien. Elle tendit simplement une tasse de thé. Claire la prit et esquissa un sourire. Il n'y avait plus rien à dire. Le silence suffisait. Dans le mois qui suivit, Claire demanda officiellement le divorce. Elle ne cherchait ni pension ni compensation. Juste la paix. Elle retrouva un travail à mi-temps dans une petite librairie de Belley. Théo entra à l'école du village. Odette reprit ses ateliers de tricot pour l'association locale. Chaque jour, leur vie retrouvait une harmonie que ni les cris, ni les explications, ni les batailles n'auraient pu recréer. Un soir, Claire dit doucement à sa mère : « Tu sais ce qui est étrange ? Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai tout perdu. » Odette posa sa main sur la sienne. « Tu n'as rien perdu, ma chérie. Tu viens juste de tout retrouver. » Et c'était vrai. Rien d'autre n'avait plus d'importance. 3 ans maintenant que je vis dans cette petite maison blanche à la lisière de Belley. Le matin, ce sont les chants des oiseaux qui me réveillent, pas les soupirs ni les remarques. Je descends doucement et prépare le café pour Claire lorsqu'elle n'est pas encore partie à la librairie. Parfois, Théo m'apporte un dessin, plein de cœur et de soleil. Je suis vieille, oui, j'ai 83 ans. Je perds parfois les mots, mais je n'ai plus rien à prouver, plus rien à justifier, et surtout je ne suis plus un fardeau. Je suis une mère, une femme, une grand-mère qui un jour a refusé d'être invisible. Claire me dit souvent qu'elle ne comprend pas comment elle a pu rester aussi longtemps sous l'emprise de quelqu'un comme Marc. Je lui réponds que l'amour peut parfois aveugler, mais que l'instinct finit toujours par crier plus fort. Elle a refait sa vie lentement, pas avec un autre homme, pas tout de suite. Elle s'est d'abord choisie elle-même, et moi avec. Elle a repris son nom de jeune fille, Claire Dupuis. Elle l'a transmis à Théo. C'était sa décision, et je ne l'ai pas influencée. Quand elle me l'a annoncé, j'ai pleuré. En silence, elle m'a dit : « Tu es ma mère, mon seul pilier. C'est à ton nom que je voulais notre avenir. » J'ai alors réécrit mon testament une dernière fois. Pas pour rendre service à quelqu'un, pas pour effacer le passé, mais pour reconnaître devant le monde que ce n'est pas le sang qui crée une famille. C'est le choix, l'engagement, l'amour inconditionnel. Et cela a donné plus que je n'aurais jamais osé espérer. Aujourd'hui, je marche lentement, mais ma fierté est restée droite. Je n'attends plus la reconnaissance de ceux qui m'ont trahi. Je ne vis pas dans le regret. Je vis dans le vrai. À vous qui m'écoutez, femmes silencieuses, trop souvent ignorées, mises de côté, reléguées au nom du confort, de la jeunesse ou de la modernité. Vous n'êtes pas seules. Il n'est jamais trop tard pour se relever, pour partir, pour choisir. Même à 80 ans, vous avez le droit de protéger votre lumière, de rompre avec ceux qui vous étouffent, de transmettre l'amour à ceux qui le méritent. Et si votre voix tremble trop pour crier, alors faites comme moi, faites parler vos actes, et laissez le silence faire le reste. Micro de studio, si cette histoire vous a touché, commentez simplement. Je choisis la lumière. Gil, abonnez-vous à Histoire vraie de grand-mère. Chaque semaine, une voix de l'ombre reprend sa place au centre.